Merci à tous et à toutes d'être présents pour ce webinaire Fluo. Je suis vraiment ravi de vous avoir à bord. Je suis coach Orga Produit chez Fluo et je vais vous expliquer un petit peu les règles de ce webinaire. Déjà, la première chose, c'est que ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de voir le replay sur notre chaîne YouTube Fluo et également sur notre site. Vous aurez la possibilité de participer à l'émission en fin de webinaire et de toute façon, je vais vous faire participer aussi par le biais de petits sondages pendant l'intervention. Et puis, comme je vous le disais, on va vraiment finir à 14 heures. On va essayer de tenir nos engagements sur cette partie. Et pour commencer, moi, je propose à mes trois intervenants de se présenter. Et je suis vraiment ravi de vous avoir. Sarah, Nico, Joris, bienvenue pour ce webinaire. Et je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Sarah, tu veux commencer ? C'est parti, merci beaucoup Samuel. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le produit et j'ai rencontré Samuel et Nicolas chez Mythic notamment. Et là, ça fait 2 ans que je travaille en tant que Lead Product Manager sur la partie B2C chez Evaneos. Donc offrir une expérience à nos futurs voyageurs. Evaneos, c'est de la mise en relation entre des voyageurs, des gens qui veulent voyager avec des agences locales un peu partout dans le monde. Et donc, mon rôle est d'assurer qu'on ait une expérience produit qui soit la plus fluide possible. Et je passe la main à Joris, du coup. Ouais, salut, moi c'est Joris, je suis directeur engineering à PayFit. Ça fait 3 ans que je suis là-bas. Avant ça, j'étais côté Dailymotion. Je vois qu'il y a des gens de Dailymotion qui sont là, donc trop bien de les voir. Et également, j'ai eu une grande expérience côté Mythic, donc avec Nico et Samuel avec qui j'ai pu travailler là-bas. Et aujourd'hui, chez PayFit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un produit qui gère la paye, une nouvelle manière de gérer la paye en produit SaaS, et pour aider principalement les petites et moyennes entreprises à aller adresser le sujet de la paye et faciliter leur vie au quotidien. Top. Merci beaucoup, Joris. Merci à vous d'être présent et merci à Sam d'animer cette session. Alors, moi, je suis Nicolas Poitelon, coach en orga produit. Ça fait globalement une 20aine d'années que je suis dans cet univers avec différents rôles et j'ai passé 7 ans chez Mythic. Donc, c'est comme ça que j'ai connu un peu tout le monde en tant que leader de la transformation. Donc, ça a été des très belles années. On a gardé de très bons contacts avec tout le monde. C'était très chouette. Et aujourd'hui, avec un collectif d'experts, j'ai lancé une structure de conseil cofondée qui s'appelle Fluo avec Marion Le Cerf. Voilà. Top. Merci à vous trois pour cette petite présentation. Vraiment, je suis ravi de vous avoir à bord. Et là, j'invite l'audience à poser les questions, même pendant l'intervention, dans la zone de conversation. Je me ferai un plaisir de relayer certaines. Et puis, on en utilisera également en fin de présentation pour pouvoir faire quelque chose d'un petit peu interactif. Et donc, on a voulu faire un webinaire sur les roadmaps. Alors, pourquoi ce webinaire? Les roadmaps, elles sont utilisées en entreprise de différentes manières. C'est un artefact vraiment clé dans la vie d'une entreprise, souvent partagé à une très grande échelle. Mais c'est un outil à double tranchant. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Et en fait, on va aborder tous ces thèmes pendant les questions qu'on a préparées lors de ce webinaire. Et je vais lancer les hostilités en sollicitant l'audience ici à répondre à un petit sondage qui est le suivant. On fait des roadmaps, parce qu'on adore cocher les cases, même si on bouge tout le temps, parce qu'on verra bien en marche. On fait qu'on a un plan, même si on va changer, pour avoir une expérience en cas de retard sur la roadmap. Vous voyez le sondage. Ah voilà, super. Très bien. Je mets fin au sondage. On a quand même en majorité parce qu'on adore cocher les cases. Super. Alors, je vois pas mal de réponses dans le chat. A priori, vous avez une petite zone sur la droite où doit apparaître un sondage. Vous pouvez voter en cochant. Et du coup, moi, je vais me tourner vers Nicolas pour aborder ce sujet. Pourquoi on fait des roadmaps? Alors, évidemment, on va vous embêter. Souvent, les réponses sont un peu rigolotes. Ça permet un peu de sourire parce qu'il y a souvent un peu de caricature dans ce qu'on met comme réponse. Et malheureusement, il n'y a pas toujours la bonne réponse au milieu de toutes celles-ci. Donc, c'est un peu tout ça, mais c'est évidemment une caricature de ce qu'on peut observer.
Donc, en fait, la première question, elle nous sert un peu à introduire le sujet. Donc, on va plus parler de pourquoi on fait des roadmaps, à quoi ça sert, et le deuxième point, pourquoi on parle après, nous, de roadmap de feature. Alors, l'élément un peu traditionnel, hein, sur une roadmap, ça sert à se projeter, à poser une direction, à donner du sens à ce qu'on souhaite faire, aligner l'organisation sur les bons sujets et définir, encore une fois, une bonne organisation, que ce soit organisationnelle au sens les équipes, etc., même potentiellement technique, etc. Donc voilà, ça permet vraiment de construire une projection, se dire vers où on veut aller. Donc ça, c'est vraiment la partie très roadmap. Et souvent, quand une organisation produit est un peu naissante, on a cette culture un peu projet qui reste, entre guillemets, qui est normale, hein, puisque c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, dans une culture projet qui est en devenir culture produit, eh ben, on reprend les bonnes habitudes. Et donc, ce qu'on met dans ces roadmaps, c'est plus des éléments fonctionnels. Donc, on a mis un roadmap de feature au regard de la feature factory, un peu classique. Mais voilà, c'est des éléments fonctionnels qu'on aligne, entre guillemets, comme presque un joli Gantt. Et donc, c'est un peu ça que nous, on entendait par roadmap de feature. Mais voilà, l'élément à la base qui reste fondamental, quel que soit le niveau de maturité des organisations, c'est que c'est un outil projectif et d'alignement. Voilà pour moi. Est-ce que Joris ou Sarah, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Pourquoi on fait des roadmaps? Alors, je peux juste rajouter un point là-dessus. Je pense qu'aussi les roadmaps, c'est pour compléter, mais c'est souvent un outil pour nous permettre de prendre certaines décisions ou de se projeter et d'essayer d'adapter potentiellement des budgets ou quoi. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on parle de roadmap dans pas mal d'organisations. Donc, c'est un outil comme un autre, mais ça reste un outil. Ok. Sarah, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, mais très aligné là-dessus sur quand on travaille, et là c'est la période en ce moment, les budgets. Il y a un enjeu aussi de séquençage dans l'année, de savoir à quel moment en fait aussi, voilà, comment est-ce qu'on va allouer les efforts, etc. Donc c'est assez logique qu'il y ait des logiques de séquençage comme ça, et donc qu'on aboutisse à travailler sur des roadmaps. Ok, très bien, super. Merci beaucoup pour vos réponses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire qu'effectivement, si on s'accroche à des roadmaps qui sont plutôt orientés feature, du coup, moi, je vais poser la question à l'audience de c'est quoi un roadmap de feature? Alors, qu'est-ce qu'on a en majorité? On a 7 votes pour, plus personne. C'est vraiment pourquoi on fait ce qu'on fait. Et du coup, j'ai posé la question à Joris. Les conséquences d'avoir des roadmaps plutôt orientés feature, quelles sont les conséquences de ça? Ouais, alors c'est une question super intéressante dans le sens où il faut bien comprendre comment aussi la genèse de ces roadmaps de features apparaît. C'est-à-dire qu'on a une direction qui est en sens entreprise qui définit la séquence et les features qu'on peut implémenter dans le produit. Et dans un monde idéal, cette séquence et ces features qu'on va implémenter, elles sont reprises par les équipes pour estimer l'effort, identifier les potentielles dépendances, la cadence de la delivery et la manière dont on va release ces features. Ça, c'est le cas nominal. On le sait tous, c'est quelque chose qui ne marche pas forcément toujours dans tous les cas. Pour quelles raisons? Parce que dans un premier temps, les estimations peuvent être faussées, forcément, on n'arrive pas à lire dans le futur, et on peut avoir des conséquences qui sont un effet tunnel d'implémentation, et du coup, la roadmap s'étire. Et puis, parfois aussi, sur certaines features, un phénomène de coût irrécupérable, dans le sens où on va avoir tellement investi dans une feature sans avoir la valeur qui en ressort, qu'on va continuer à finaliser le développement, quitte que coûte, même si la valeur n'est pas forcément au rendez-vous. Ça, c'est un des premières choses qui peuvent mal se passer. L'hypothèse initiale était fausse en termes d'impact, et donc la hauteur des attentes n'est pas forcément au rendez-vous, et on a potentiellement besoin d'itérer, ce qui n'est pas vraiment possible avec une roadmap vraiment figée, telle que les roadmaps de feature.
Un dernier point qui apparaît souvent, et ça c'est plus avec la casquette de directeur of engineering, c'est les dépendances qui sont mal identifiées. Et donc, forcément, ça veut dire qu'on va bouleverser ou nécessiter de bouleverser des roadmaps d'autres équipes. Et c'est là où on se retrouve dans un côté où tout est prioritaire, donc rien ne l'est vraiment parce que chacun voit midi à sa porte et il y a un vrai besoin de devoir s'aligner sur les priorités. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver et les conséquences de ces choses qui arrivent mal, qui se passent mal, c'est qu'en gros, finalement, on n'atteint pas forcément la valeur de l'investissement et on a tendance aussi à optimiser la gestion de la bande passante, ce qui laisse peu de place aux équipes d'itérer et d'évoluer sur leur scope technique également. Et également, il y a un manque d'implication des équipes sur l'impact espéré. On réfléchit plutôt à comment et quand on va pouvoir délivrer plutôt qu'à l'impact qu'on va aller chercher. Ok, c'est très clair. Ouais. Donc, il y a vraiment l'aspect que tu disais au départ on n'est pas sûr de capitaliser sur ce qu'on a engrangé et on a peur finalement de perdre de ce qu'on a fait et puis l'aspect peu adaptable. Est-ce que Nico ou Sarah, vous voulez ajouter quelque chose? Ok, Sarah. Vas-y. Oui, je suis très alignée avec ce a dit Joris. En complément, moi, je trouve qu'il y a un point aussi sur le temps, alors là, plutôt sur la partie, on va dire, produit, mais ça inclut souvent aussi la tech, mais d'exploration un peu sur de la discovery, comprendre les évolutions et pouvoir aussi préparer l'avenir. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a de la création d'équipes R&D ou équipes INO qui viennent à part parce que les équipes en place, elles n'ont pas de temps pour travailler sur ces sujets-là. Et donc ça peut être pour le coup un grand biais aussi, enfin un élément du coup qui est manquant. Et un deuxième point plus sur les équipes, je trouve que ça a généré aussi pas mal de frustration parce qu'il y a une pression qui est très forte pour justement délivrer en temps et en heure et respecter le contrat, cette roadmap qu'on s'est fixée, coûte que coûte. Et quand les efforts, quand les résultats sont pas au niveau du coup des efforts, c'est très frustrant, peu valorisant et peut aussi donner une perte d'implication et une perte de sens pour les équipes qui comprennent pas pourquoi elles ont mis autant de temps, elles ont passé autant de temps, autant d'efforts et on leur a mis autant la pression pour finalement des sujets qui ont pas ou peu d'impact derrière business, quoi. Je compléterai sur 2 points. Moi, mes observations, c'est souvent quand on est vraiment sur des roadmaps très fonctionnels, c'est qu'on a souvent, on peut l'observer, une organisation qui n'a pas toujours de vision, de pas forcément, on ne sait pas vers où on se dirige globalement, quelle est la stratégie. C'est un peu la caricature, mais c'est assez observable. Et donc, ce qu'on se retrouve avec des trains de grande fonctionnalité, de grandes features, et on se demande, alors, quel est le rapport entre celle de gauche, celle de droite, pourquoi elle est prioritaire, pourquoi on devrait déprioriser. Le fait qu'à la fin, on retrouve tout un peu en mode P0, comme disait Joris, c'est qu'on n'a pas quelque chose au-dessus qui nous guide et qui nous dit, ça, c'est peut-être plus important parce que. Et donc, ça, c'est un peu le travers de ces organisations. Et l'autre point qui est entre guillemets intéressant, c'est comme on sait qu'on n'est pas dans un modèle souvent itératif, on sait qu'on va livrer une fois, donc il y a un mécanisme de cycle en V qui se met en route, et en plus, la caricature, c'est qu'on finit par se dire, on ne reviendra pas dessus, donc il faut que je fasse la meilleure feature du monde, et ça, c'est d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue fonctionnel et utilisateur, donc on se retrouve avec des features qui sont quand même très costauds en termes de taille, alors qu'il pourrait être joué sur des modèles beaucoup plus, évidemment, itératifs, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu le deuxième biais. Et enfin, l'effet un peu rail. Rajouter des trucs au milieu d'un rail, c'est très compliqué. Il y a très peu d'adaptation. Donc, tout ce qui est innovation ou réaction à une concurrence ou à un marché, c'est toujours un peu plus complexe dans ce modèle-là. Ok, très très bien, merci à vous trois. Du coup, moi la question que j'ai envie de poser, c'est on n'obtient pas le résultat qu'on espère avec des roadmaps de features, mais du coup, qu'est-ce qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on voudrait obtenir? Et là, je vais poser la question à l'audience. J'aime bien la C, mais ça. Super. Merci beaucoup. Vous aurez remarqué que je sais de ne pas parler pendant la musique parce qu'a priori, je suis un peu coupé et c'est la réponse D qui a le plus de suffrages.
que les utilisateurs nous disent enfin ce qu'ils veulent. On voit bien qu'il y a la notion d'utilisateur qui ressort. Sarah, est-ce que tu es d'accord avec ce qui ressort du sondage? Alors, si on choisit uniquement ce que les utilisateurs veulent, je ne suis pas sûre qu'on ait forcément les résultats attendus derrière. On peut être très surpris. Du coup, si on les prend au mot, non, mais par contre, ce qui ressort, je pense, c'est plutôt, on a envie de délivrer de la valeur. Alors, ça peut être aussi évidemment pour les utilisateurs, mais pas que. L'enjeu, c'est que on veut que les équipes délivrent de la valeur en continu, de manière incrémentale. C'est ça l'objectif. Et derrière, cette valeur, elle peut être de différentes manières. C'est un impact positif qui peut être mesuré à travers, en effet, la satisfaction client, si on prend le prisme user, le business, donc des KPI business, l'efficacité aussi en interne. Enfin, il y a différentes manières de mesurer ça, cette valeur. Et pourquoi est-ce qu'on va vouloir aller créer de la valeur et de la mesurer? C'est parce que derrière, on a besoin aussi de justifier des investissements qu'on va faire. Le coût des équipes, il est bien connu et en général, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tangible et évidemment évalué et connu de tous. Par contre, l'impact vraiment que les équipes ont eu, la valeur qu'elles ont générée, ça, généralement, c'est des choses qui sont beaucoup moins mesurées. Et donc, quand on va aller à la fin de l'année chercher du budget pour soit continuer à staffer les équipes, soit même développer, c'est d'autant plus compliqué si on n'a pas ce rapport et un peu un ROI à démontrer pour pouvoir justifier ça. Okay. Et je ne sais pas si Nicolas, Joris, vous avez des éléments pour compléter. Il y a plein de choses à rajouter. Je me permets, Joris, j'étais parti en premier, là, je suis chaud. C'est un beau sujet. Non, mais c'est... Il y a plein de choses à dire sur ce sujet. En fait, il y a déjà le fait que, si on repart un peu de la genèse sur des organisations qui se transforment, elles sont très focus sur le delivery, le projet. Et donc, le delivery, le projet, souvent, moi, ce que j'ai observé, c'est que malheureusement, une fois qu'on a livré en production, déjà, on fait la livraison, et pas forcément l'impact, voire on ne connaissait pas l'impact initial. Et donc, en fait, on ne se pose pas ces bonnes questions au préalable d'imaginer la bonne solution. Et donc, ça donne des effets d'investissement qui peuvent être colossaux, sans se dire forcément qu'est-ce qu'on allait chercher, et surtout comment mesurer ce succès. Et c'est un peu la poule et l'œuf. Et évidemment, si on se pose les bonnes questions avant, qu'est-ce qu'on veut gagner, quels sont les critères de succès d'une initiative, évidemment, on aura sur la solution je vais dire un impact, mais ça induira une solution qui potentiellement sera différente. Ça, c'est la première chose. Et puis surtout, le delivery, le business, il s'en moque, en fait, l'optimisation du delivery. Est-ce qu'on délivre plus vite ou pas, à temps ou pas? C'est surtout à la base, le business, ça reste du business. Et est-ce que ce qu'on fait permet de générer de la croissance pour une entreprise? Et c'est ça qu'on cherche à faire avant tout. C'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais si on enchaîne 1 an, 2 ans de roadmap de features et qu'au bout d'1 an, 2 ans, on est à peu près au même endroit, voire on a peut-être dégradé le produit parce qu'on a rajouté des choses inutiles, c'est un peu la double peine. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Joris ? Ouais, carrément. Juste 2 points. Sur un premier point qui est aussi dans la vie d'une équipe, c'est, je pense que on l'a dit tout à l'heure, dans des roadmaps très figés, on a forcément une pression qui est accrue sur les équipes de développement en fin de sujet, mais globalement, quand les sujets prennent plus de temps, on a aussi pas mal de pression, et cette pression, elle est aussi liée au fait de c'est quoi le retour sur investissement. Et donc, si on arrive à avoir un découpage beaucoup plus fin sur la valeur qu'on veut aller adresser, cette pression-là, elle est un peu plus diffuse, et je pense que c'est quelque chose qui va aider aussi. On parlait du delivery, mais même si c'est pas une fin en soi, ça reste un élément important de la mécanique globale. En fait, ça va aussi améliorer cette partie-là. Et le deuxième point, c'est dès qu'on parle d'impact, on parle de mesure, et donc ça nous oblige aussi à savoir exactement ce qu'on veut impacter. Enfin, exactement. En tout cas, émettre des hypothèses sur ce qu'on veut impacter et comment le mesurer. Et aussi de réfléchir à des incréments assez petits pour valider ou non des hypothèses avant d'avoir un investissement trop important. Et donc, ça permet sur certains cas, de pouvoir pivoter en se disant, OK, l'hypothèse qu'on avait faite n'est pas bonne, on va repasser sur autre chose. Et donc, ça permet aussi, tu parlais d'investissement tout à l'heure, Sarah, d'avoir une meilleure gestion de son investissement et en pouvant réagir beaucoup plus rapidement sur une timeline. Super. Du coup, je comprends bien. On est vraiment plus orienté valeur sur
sur effectivement pouvoir avoir des éléments de pilotage pour l'aspect investissement. Mais du coup, on remplace la roadmap de feature par quoi? Alors là-dessus, en fait, il y a plein de solutions du coup qui sont possibles, plein de méthodos possibles. Par contre, un peu un socle commun, c'est se dire qu'on va plutôt orienter vers une méthode liée à l'impact, orienter impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà ce qu'on se disait, définir des objectifs chiffrés, clairs, tangibles et qui vont nous donner une vision, un cap stratégique clair. Et dont derrière vont découler des grands enjeux, des grandes opportunités pour atteindre cette vision, quoi. Et ça, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça permet déjà d'avoir un alignement du coup avec les objectifs stratégiques, se dire on part des objectifs de l'entreprise, ou en tout cas on pousse si ces objectifs sont pas clairs, le produit, et ça a été pas mal le cas chez Evaneos aussi, pousse derrière à l'échelle de l'entreprise la clarification de ces objectifs et de cette vision. Donc, permet de garantir derrière aux équipes qu'on travaille sur des initiatives qui contribuent directement aux objectifs globaux de l'entreprise. Donc, des objectifs qui sont mesurables et qui vont, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, permettre plus facilement de pivoter aussi et de s'assurer que voilà, on a un vrai suivi. Le fait d'avoir défini ces objectifs, c'est aussi une manière de pouvoir prioriser derrière par cet impact, par ces objectifs, identifier quelles actions, initiatives auront le plus grand impact sur les objectifs fixés et donc d'allouer en effet la capacité, les ressources en fonction. Un autre point qui est aussi positif, on en a parlé, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que si on se concentre sur les résultats, on pourra voir que tel sujet, finalement, on atteint peut-être un seuil, on est allé au maximum ou à 80% de l'effort et finalement, on va pouvoir allouer cet effort sur un autre sujet sur lequel, pour le coup, on a un potentiel beaucoup plus important. Et donc, en cours d'année, tout au long de l'année, pouvoir aussi ajuster en fonction des résultats. Donc, une meilleure adaptation à des changements aussi du marché, à des opportunités technologiques. Donc, on parle évidemment beaucoup d'IA aujourd'hui, pouvoir explorer aussi beaucoup plus facilement des sujets, ça permet aussi ça de donner la flexibilité pour aller explorer des sujets, aller faire un peu plus de discovery, de R&D. Globalement aussi, ce que je vois qui est très intéressant et très positif pour les équipes, c'est en termes de communication. En fait, c'est beaucoup plus simple d'embarquer aussi les équipes, leur faire comprendre le pourquoi elles vont travailler sur tel et tel enjeu, en quoi leur contribution va avoir derrière un impact, et ça permet vraiment de les rendre aussi vraiment responsables aussi. Et au-delà d'être simples, on va dire, contributeurs, elles sont vraiment acteurs aussi de cette stratégie leur travail vient impacter directement, et c'est beaucoup plus valorisant de voir les KPI bouger et que l'effort est récompensé par des résultats tangibles. Donc ça, c'est pareil en termes d'embarquement de toutes les équipes. C'est des méthodes qui sont hyper fortes, hyper intéressantes. Super. Merci beaucoup pour cette réponse ultra complète. Effectivement, on sent bien que l'engagement des équipes, l'engagement de toute l'entreprise est beaucoup plus facilité. Je ne sais pas, Joris et Nico, en 30 secondes, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à par quoi on remplace les roadmaps de features? Ouais, moi je veux juste rajouter un point juste pour compléter ce que dit Sarah et par rapport aux écueils qu'on pouvait avoir suite au roadmap de features, c'est que ces types d'approches beaucoup plus basées sur l'impact, elles remettent la zone de responsabilité entre guillemets au bon endroit entre la direction de l'entreprise et les équipes qui se chargent d'améliorer le produit, à savoir la direction est là pour vraiment cibler stratégiquement ce qu'on veut aller adresser en termes de marché, en termes d'enjeux, et après les équipes à elles de définir la meilleure solution pour atteindre ces enjeux-là et ces objectifs-là. Donc je pense que ces méthodes-là, elles sont intéressantes dans ce sens-là. Et je compléterai juste par les petits noms, les petits noms un peu reconnus sur ce qui pourrait être un autre modèle de roadmap que le Gantt un peu classique d'enchaînement de features. On a l'outcome-based roadmap,
qui pose déjà un paradigme où les choses ne s'enchaînent pas, mais elles sont plutôt priorisées entre ce qu'on veut faire vraiment maintenant, etc. Donc il y a ça, c'est un très bon modèle. Il y a le modèle aussi évidemment en amont qui est celui des OKR qui permet de se poser les bonnes questions, de les partager, etc. Donc ça c'est pareil. En amont, c'est quand même un framework qui permet de bien animer les choses, de bien s'aligner, puisqu'à la base, la roadmap permettait de s'aligner. Il y a d'autres modèles d'alignement. Et ce qui est intéressant, c'est un artefact, un outil qui est vivant. Il ne faut pas hésiter à composer entre une projection qui est un peu priorisée, un peu comme la Outcome-Based Roadmap, où on sent que les choses s'enchaînent et qu'elles sont priorisées, et que dès qu'on veut rentrer un peu plus dans ça veut dire quoi d'un point de vue delivery, il y a des outils qui sont assez puissants. Si on est dans une structure un peu importante, on a potentiellement un PI planning, il y a des release plans, on peut faire ça à l'échelle de 6 semaines, et donc à 6 semaines, on sait comment on va réaliser les choses. Voilà, je donne des éléments de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose de vivant, qui est adapté au contexte, et il existe d'autres manières de représenter ce qu'on va faire que tout simplement une grande roadmap qui fait un peu peur et fige les choses. Super, merci beaucoup Nico. On va arriver à la dernière question. Et pour cette dernière question, je vais la poser avant de lancer le sondage, c'est quelle organisation pour animer ce nouveau paradigme? Et finalement, comment on va s'organiser pour pouvoir faire vivre ces roadmaps plutôt orientés impact? Super. Alors, on s'est bien marré en faisant les réponses parce qu'on a mis plein de petits éléments assez drôles. Ce qui ressort, c'est on invite les utilisateurs pour donner leur avis au PI planning. Ça va être un joyeux bordel. Et du coup, Joris, comment on s'organise sérieusement pour réussir à mettre en place des roadmaps d'outcome? Ouais, alors moi, je vais vous partager mes expériences et je n'ai pas eu cette expérience-là d'inviter les utilisateurs, donc je ne vais pas pouvoir donner mon avis. Mais en tout cas, de mon expérience, dans les 3 grosses expériences que j'ai pu avoir chez Mythic, chez Dailymotion ou aujourd'hui chez Payfit, on a eu des approches assez différentes pour adresser ça. C'était aussi lié à la différence de où est-ce que la boîte se situait par rapport à cette envie d'aller vers des roadmaps d'impact. Mais bon, la conclusion, je vous la donne avant tout, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution, une silver bullet qui marche pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a certaines options qui seront intéressantes de réfléchir. La première que j'ai en tête, c'est celle qu'on avait utilisée chez Mythic. Moi, je suis resté un peu comme Nico, je suis resté longtemps chez Mythic, 7 ans, donc j'ai vu vraiment transformer la boîte. Alors Samuel, j'en parle pas. Mais en tout cas, chez Mythic, c'est là où on a vraiment commencé à avoir une approche agile, mais bottom-up. À savoir, c'était les équipes qui ont été, dans un premier temps, assez impliquées dans le changement de manière de voir le delivery, en ayant une approche beaucoup plus basée sur des méthodes Scrum ou Kanban. Donc, en gros, cette partie-là, elle était intéressante parce que ça permettait aux équipes de se réapproprier l'ownership de leur backlog et de comment est-ce qu'ils voulaient prioriser les sujets et les amener vers une release. Ce qui était quand même toujours présent, c'est la volonté de la direction d'aller vers une direction avec certaines features, en tout cas au démarrage. Mais c'est tout du moins une première approche pour commencer à sensibiliser et évangéliser sur de l'approche beaucoup plus basée sur l'impact. Ensuite, c'est une deuxième approche que j'ai connue chez Dailymotion et qu'on a mis en place. C'est finalement le modèle ShapeUp qui était adapté. Bien sûr, je pense qu'il y a autant de versions de ShapeUp que d'entreprises. Mais l'idée, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comment est-ce qu'on va focaliser nos efforts sur des sujets qu'on estime être les plus impactants. Alors, dans la théorie de la méthodo, c'est d'avoir un ensemble d'initiatives et de se dire, je parie sur lesquelles, et celle qui a la plus grosse cote, en gros, c'est celle qu'on va vouloir lancer. Et quand je dis on va vouloir la lancer, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer à la volée la meilleure équipe pour pouvoir atteindre cet objectif-là dans un temps donné. Nous, chez Dailymotion, c'était 6 semaines. Donc, ça oblige aussi le produit d'être très clair sur
quel est l'impact qu'on va vouloir aller chercher sur les 6 semaines pour qu'ils remportent le plus grand nombre de paris, et également de quel est le scope qu'on veut aller adresser en 6 semaines. Donc ça oblige aussi à avoir de l'itération assez rapide et de l'impact assez rapide pour pouvoir prendre les bonnes décisions et d'être assez serein sur les initiatives qu'on va lancer. Et la dernière approche, c'est beaucoup plus basée sur les OKR, qui est beaucoup plus la culture qu'on a aujourd'hui chez PayFit, et qui est dans ce sens-là où la direction donne un point de vue très global de où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue outcomes et quels sont les impacts qu'on cherche à atteindre à l'échelle d'une temporalité. Ici, c'est plutôt le semestre. Et après, libre aux équipes qui vont recevoir ces OKR en mode cascading, de définir comment est-ce qu'ils veulent aller impacter ces différentes métriques. Et ça va être aux équipes de définir les initiatives qu'ils veulent aller adresser. Alors là, ça paraît, tel que je l'explique, très linéaire comme approche. On n'est pas aussi, c'est pas aussi cloisonné, mais l'idée, c'est un échange et puis c'est pas mal de discussions. Mais le but, c'est qu'à la fin, les équipes se sentent honneur et vraiment en full autonomie pour définir quel est le type d'initiative qu'ils veulent lancer. Et après, on rentre dans le système de se dire, OK, mesurons pour voir l'impact, et on est libre du coup de pouvoir adapter ce qu'on a en tête pour le semestre, par exemple, en fonction des premiers résultats qu'on a, des premières valeurs qu'on ajoute au produit. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, selon moi, c'est qu'en effet, il n'y a pas une bonne méthode, mais c'est que c'est vraiment important de s'ouvrir à ces types de méthodologies qui permettent d'adresser certains sujets dans certaines organisations en fonction de la maturité de l'organisation. Super, merci beaucoup. Je vais demander à Nico et à Sarah de réagir, mais juste avant, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions dans la zone de commentaires, puisqu'on va passer après une petite phase de Q&A. Mais Sarah, Nico, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce que Joris a expliqué? Moi, je peux rebondir du coup sur ce que tu disais, Joris, parce que mon expérience là chez Evaneo, c'est assez proche de ce que tu racontes du coup chez Payfit avec, pour le coup, nous on utilise ShapeUp, mais c'est un peu la même idée d'avoir définir une strat produit, donc on définit à l'année en fait, ce qui est vraiment lié aux objectifs de l'entreprise, et donc on définit les grandes métriques qu'on va vouloir impacter, et pour le coup, on cadre un peu les grands enjeux. Par contre, après, c'est vraiment aux équipes d'aller définir, d'aller travailler sur leur North Star, d'aller travailler sur la définition de leurs objectifs, qu'est-ce qu'elles veulent, où est-ce qu'elles veulent être. Elles veulent être à fin S1, fin S2. On les accompagne bien sûr là-dessus, mais vraiment qu'elles soient aussi les empower là-dessus, et définir un petit peu, bien sûr, les initiatives à travers ces grands enjeux, quelles initiatives et comment elles vont s'organiser. Et ce que je trouve important, au-delà de la méthodo et comment on s'organise, c'est un peu les prérequis, je trouve, de mindset. Moi, j'ai pu observer, c'est qu'il y avait, en tout cas chez Evanilus, vraiment une volonté du top management de justement donner de la liberté et de l'autonomie aux équipes, et une vraie relation de confiance en fait qui s'est créée. Donc ça, c'était important. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à mettre ça en place sans cet accord du coup d'un point de vue, on va dire, top vraiment, CODIR et à l'échelle des fondateurs. Et ensuite, le middle management, donc nous, le leadership, on a recréé un petit peu à l'échelle du leadership le côté pluridisciplinaire, et ça implique on a été fortement impliqué dans justement l'accompagnement des équipes, expliquer la méthodo, itérer sur cette méthodo, et ça, c'est pas sous-estimer non plus l'effort qui est demandé en termes d'accompagnement, de coaching, et donc voilà, ça c'est, je pense, deux un peu prérequis, en tout cas éléments à savoir qu'il n'y a pas de méthode parfaite en effet, mais du coup ça veut dire qu'il faut aussi du temps pour itérer, tester, changer les choses et accompagner, parce que la mise en place une méthode à impact, elle se fait pas du jour au lendemain, et que derrière ça a de super résultats, mais ça demande quand même un investissement assez important. 100% aligné, c'était des très beaux retours d'expérience. Je vais juste compléter, alors évidemment, le côté où ce genre d'organisation, ça se met au fur et à mesure, par petits pas, ça peut pas être un Big Bang, il faut que la culture évolue en même temps que les tests qu'on fait, donc c'est vraiment très sur mesure, et il faut pas
hésiter à suradapter certains aspects, etc., en accord avec tout le monde. La clé, vous l'avez bien dit, c'est l'autonomie des équipes, à ne pas confondre avec indépendance. Donc, il y a un vrai sujet d'empowerment. Et pareil, il faut trouver son modèle. Chez Mythic, on avait un modèle qui ressemblait un peu à ShapeUp, même si ça ne portait pas le nom, qui est chez ShapeUp, ça s'appelle la Betting Table. Nous, on appelait ça le Product and Tech Committee. Ça permet de se dire à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les initiatives? Est-ce qu'elles ont vraiment la capacité de? Et voilà, c'était une discussion entre la direction et les équipes pour bien valider ce qu'on choisissait de faire était vraiment la bonne initiative à mettre en face et surtout comment on allait la réaliser. Donc ça, c'était une belle conversation. Et ce que je trouvais qui était intéressant dans les conversations, c'est cette notion de carburant qu'on a pu mettre, qui s'appelle un peu différemment appétit sur ShapeUp, mais qui globalement posait un prérequis fondamental dans la réflexion qui était important. C'est on n'achète pas en fonction du coût de sa réalisation, mais plutôt de son investissement qu'on y met. Donc si les équipes ne sont pas capables, et c'est légitime de déterminer la bonne initiative qu'on mettra en face d'un objectif, parce que c'est beaucoup trop cher, parce qu'il n'y a pas de solution technique, parce que c'est complexe, et qu'à la base, l'investissement, il était beaucoup plus petit, et ben, à ce moment-là, il faut se poser la question de est-ce qu'on investit ou pas. Et effet inverse, si on a réussi à faire des choses plutôt impactantes dans le temps qui était parti au départ, ben, c'est peut-être l'occasion de se dire c'est vachement bien et on veut remettre des choses, on veut remettre au pot, entre guillemets. Et donc, c'est ce qui permet d'avoir vraiment un pilotage très adaptatif en fonction des résultats, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises, mais aussi des très bonnes surprises. Et donc, voilà, cet enjeu d'être capable de re-challenger de manière assez régulière ce qu'on souhaite faire après et nos investissements, c'est ce que ça permet à la différence d'une roadmap de feature. Super, merci beaucoup. On a une petite réflexion et j'aimerais prendre la réflexion de Pierre qui dit en PI planning, quand j'essaie de projeter mes équipes en disant nous sommes à telle date et qu'avons-nous montré à nos utilisateurs, mais il reste quand même en sortie des roadmaps de features. Du coup, est-ce que vous auriez des conseils ou des remarques à faire à Pierre pour l'aider à s'orienter plus dans un côté impact? Je vous en prie. Alors, si je comprends bien, si on se dit qu'à la sortie d'un PI planning, on a un release plan, donc qui est quand même très orienté sur du delivery, il y a quand même des événements un peu récurrents qui sont... alors évidemment, dans ce release plan, on peut mettre des choses qui ont rapport à des hypothèses qu'on veut faire remonter. On sait qu'on a des pratiques qui sont intéressantes comme le story mapping ou d'autres qui permettent, à partir de ces impacts, des solutions, d'aller valider des hypothèses. Donc ça, on peut le retrouver dans ces release plans. Ça dépend comment on le matérialise, mais ça a du sens. Et le dernier point, c'est surtout que pendant la fabrication, il y a quand même des moments où on se retrouve collectivement pour donner des feedbacks, que ce soit à l'échelle de l'équipe ou même de l'entreprise, puisque nous, chez Mythic, on avait une démonstration collégiale avec l'ensemble de l'entreprise. Et c'est quand même des moments qui permettent de se rappeler que ce n'est pas que du delivery, même si c'est intermédiaire, que ça permet de bien raconter ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, et est-ce que déjà à ce moment-là, on va dans la bonne direction. Super. Oui, vas-y, je t'en prie, Joyce. Je peux rajouter, je pense que la question aussi qu'avons-nous à montrer aux utilisateurs induit forcément une approche très concrète et feature-based. Donc, il y a peut-être des sujets à aller chercher, une approche un peu différente dans la manière de poser la question pour vraiment être centré sur l'impact qu'on veut aller chercher dans le produit. Ça peut aussi aider, mais je suis très alignée avec ce que tu viens de dire et ce que j'allais aussi dire. Je pense que avoir des boards vraiment où ils suivent les KPI et les acclimater, avoir vraiment en fait aussi des rituels autour de ça, c'est ça qui va aussi leur permettre de switcher un peu de mindset. Et ça, tant qu'il n'y a pas ce type d'éléments qui est en place et que ça ne devient pas un rituel, c'est difficile, je pense, pour l'équipe de changer et d'avoir cette réflexion impact et pas que feature. Super. Je vais poser une dernière question, ce sera la dernière. François, et coucou François. Dans une approche très bottom-up, comme telle qu'elle est décrite, est-ce que le COMEX, à un moment donné, accède à une validation finale et comment on peut embarquer le COMEX sans parler de feature? Alors, Vous me répondre.
Ouais, Vas-y. je commence, je mets une pièce et puis après on verra. Mais en gros, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas sur quelque chose de ultra linéaire et unidirectionnel. On est sur quelque chose qui est quand même assez bidirectionnel et à différentes itérations. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est, on parle d'itération et d'incrémental au niveau de la delivery. Je pense que aussi au niveau de la relation avec le COMEX, il est important d'avoir cette relation-là. Et cette temporalité-là avec elle doit être aussi assez itératif pour justement réadapter et pas juste se taper dans la main tous les 6 mois, quoi. Donc je pense il y a aussi une approche, et c'est un peu Nico qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a un changement de culture dans l'entreprise qui est aussi de la manière dont on embarque le COMEX et la manière dont on itère avec eux. Après, je pense que le COMEX, si on est aligné sur les impacts qu'on veut aller chercher, peu importe la feature, en vrai, il n'y aura pas de sujet. Le sujet va plutôt venir au moment où il n'y a pas forcément les résultats au rendez-vous, mais je pense qu'il y a aussi une approche plutôt basée sur l'impact qui est intéressante. Ouais, ouais. Super, merci beaucoup. Et il est -2. Du coup, déjà, je voulais vous remercier vraiment de votre présence pour ce webinaire. C'était vraiment top. Merci de la qualité de vos réponses. Et je vais vous laisser la main pour le mot de la fin. Je ne sais pas qui veut commencer, Sarah, Joris. Un petit mot pour conclure. En une phrase, hein, on a beaucoup parlé de roadmap. Si on prend juste un peu de recul, c'est un très bon thermomètre de nos organisations produits. On arrive dans une entreprise, on regarde la roadmap, on sait à peu près où on se trouve, globalement en termes de culture, etc. Et je ne dis pas ça méchamment, hein, c'est juste un état. Et donc, on apprend plein de choses par ce biais. Et surtout, ça peut être un très bon outil qui permet d'aller chercher les choses. Donc, en faisant évoluer la roadmap, on fait évoluer l'ensemble de l'organisation dans ses pratiques, sa culture, sa façon de générer de l'impact. Yes. Okay. Pour rebondir, pour rebondir de mon côté, je trouve que switcher sur une méthode à impact, c'est aussi une façon de vraiment valoriser les équipes produits tech et en fait de les remettre au cœur de la stratégie. Et moi, je l'ai vu depuis même en 2 ans, depuis mon arrivée chez Evaneos, vraiment aujourd'hui, on est vraiment au cœur de la stratégie et le pilotage de l'ensemble des communautés. Et ça, c'est vraiment un switch aussi qui est super intéressant et qui permet de contrebalancer aussi un petit peu les méthodes plus classiques et de remettre les équipes vraiment au cœur du pilotage du business. Super. Et un dernier mot, c'est, je pense qu'il y a aussi une note intéressante à avoir en tête, c'est que le changement, il peut arriver finalement assez rapidement. Il y a un côté très influence au niveau des organisations, mais en fait, parfois, quand on est bloqué dans un mode de fonctionnement, on se dit que c'est un monde pour changer. Et en fait, il suffit parfois quelques semaines ou quelques mois pour vraiment avoir de l'impact sur le changement méthodologique. Donc, pas partir entre guillemets défaitiste en se disant on n'y est pas et c'est trop loin, la marche est trop haute. En vrai, il y a des marches intermédiaires qui peuvent être facilement atteignables. Ah, super, merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous. Je vous partage aussi le fait que chez Fluo, on fait plein d'autres webinaires. On n'a pas forcément beaucoup parlé d'OKR, mais on a des webinaires qui sont orientés OKR. On a notre service après-vente de luxe qui s'appelle 3615 OKR. Vous pouvez suivre ses aventures avec Marion, qui est experte sur le sujet. En tout cas, voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. On est vraiment ravis de vous avoir eu avec nous. Encore une fois, merci Sarah, merci Joris, merci Nico. Vous avez été des intervenants de qualité supérieure. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle après-midi. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Ciao.